Les ados regardent-ils trop de porno? Grâce ou à cause du smartphone, c'est selon, les jeunes ont accès presque sans limite au contenu à caractère sexuel. Une consommation qui peut avoir un impact sur leur sexualité. Sexting, revenge porn ou after sex selfie, des termes un peu barbares pour désigner ces nouvelles pratiques qui tournent désormais dans les cours des écoles. Le porno est-il un fléau pour nos ados ou franchement est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? On en discute après le reportage de Carole Efliger. J'ai été confronté à la pornographie pour la première fois à l'âge de 10 ans. C'est un ami qui m'a fait parler d'un match de foot d'une cassette vidéo VHS à la vieille qu'il avait retrouvé dans la bibliothèque de son père, qui était un match du Real Madrid FC Barcelone. Et puis au fait, il y avait un match, pas un match de foot, mais un film pornographique là derrière. Et le lendemain, il m'en a parlé à l'école, puis après on a été le voir. Et donc ça a été ma première confrontation. Ça a été la première fois que j'ai vu finalement un corps de femme nu. Ça a été la première fois que j'imaginais qu'on pouvait même filmer ça. C'était une découverte assez choquante, assez intrigante aussi. Et j'ai ressenti une certaine forme de dégoût aussi à ce moment-là. Juste le fait de voir un corps nu, c'était déjà, à l'âge de 10 ans, c'est pas, on voit ses copains, mais c'est pas des adultes. Et en plus, un corps de femme que j'avais jamais vu, au fait. Et donc, il y a eu une part, où c'était aussi quelque part assez grossier. Les images que j'ai vues, c'était pas juste un corps élégamment filmé. Progressivement, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'images, ça offrait une certaine excitation et une certaine fascination. Finalement, l'orgasme, c'était quelque chose qui était assez incroyable et puis je l'atteignais vraiment bien en regardant ce genre d'images, en fait. À 30 ans, Nicolas est aujourd'hui abstinent de pornographie. 10 ans d'addiction qu'il partage avec sa femme, elle aussi ex-addicte au porno. Une prise de conscience à deux et un long travail de plusieurs années pour s'en sortir ensemble. Rapidement, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose d'assez incontrôlable là derrière et une volonté de le contrôler, même si c'était malgré tout incontrôlable. Donc j'essayais de contrôler ça, mais ça revenait plus fort en fait. Avec l'arrivée d'Internet, des images extrêmement crues, habituellement réservées à un public averti, sont désormais à la portée de tous et en quelques clics. Ce qui, autrefois, était transgressif, est aujourd'hui un produit de consommation comme un autre. Du contenu pour adultes pourtant, mais consulté par des enfants. Le phénomène inquiète même les acteurs du X. Je faisais des scènes X avant tout pour m'épanouir sexuellement et pour explorer. Donc c'était une démarche très personnelle et voire même égoïste. Et ça m'excitait aussi de me dire que des personnes allaient regarder ce contenu et se masturber, que ce soit des hommes, des femmes, des couples ou des célibataires. Mais à aucun moment je me posais la question des mineurs, tout simplement parce que quand je tournais, je savais que c'était pour les plus de 18 ans. Avec les réseaux sociaux, j'ai été contactée aussi par des gens qui regardent mes films, dont des ados qui se sont retrouvés à me poser des questions et qui parfois étaient aussi inquiets parce qu'ils se comparaient aux acteurs, aux actrices qu'ils voyaient et venaient vers moi pour me demander des conseils. Les questions touchent souvent la performance, effectivement. C'est pas juste une histoire de mensuration, c'est mais moi je dure pas aussi longtemps, j'arrive pas. Oh là là, par exemple, j'ai un jeune homme qui m'a contacté, c'était très mignon parce qu'il angoissait parce que sa copine voulait qu'il se filme, donc c'était elle qui prenait cette initiative-là, et il angoissait parce qu'il disait mais quel angle il faut faire, dans quelle position. Je dis mais t'es à côté de la plaque, c'est un jeu érotique avec ta copine, t'es pas là pour faire un show. Je pense que la pornographie tue l'imaginaire, viole l'imaginaire. Et donc les fantasmes ne sont plus vraiment des fantasmes propres, c'est des fantasmes qui sont souvent imposés, codifiés. Et entre la violence qui est banalisée, entre les positions qui sont standardisées, finalement, en fait, il y a plus beaucoup de place pour la relation, il n'y a plus beaucoup de place pour la créativité dans le couple. Et finalement, on devient des imitateurs. Le mainstream qu'on regarde, clairement, a des codes où le mâle est souvent dominant et la femme souvent dominée. Et donc, cette représentation, même si on est bien conscient qu'elle n'est pas réelle, elle nous influence. Notre exemple en est un, 10 ans de pornographie, et ça a influencé notre pratique. La possession et la consommation par des adultes de contenu pornographique est légale en Suisse.
Il est toutefois interdit de montrer à des mineurs de moins de 16 ans du matériel à caractère sexuel. La pornographie dite dure, montrant des actes violents ou impliquant des enfants ou des animaux, est strictement interdite, indépendamment de l'âge. Le mineur qui consomme des images pornographiques qui sont disponibles sur le net, il est plutôt victime que l'auteur d'une infraction, donc il n'est pas condamnable pour ça. C'est plutôt les adultes qui sont garants de ne pas laisser ces contenus à sa portée. Par contre, dès le moment où il stocke et diffuse à d'autres mineurs de la pornographie, même dite douce, là, il commet une infraction parce qu'il expose d'autres enfants à ces visionnements. Dans le cas de mineurs, la justice opte en général pour des mesures d'accompagnement psychologique ou des peines de travaux d'intérêt général. Mais la loi est importante parce qu'elle marque une démarcation de ce qui est admissible et pas admissible. Et le fait de passer devant un juge, en général, c'est quand même un début de punition. J'ai pas osé au fait en parler, j'ai préféré essayer d'oublier, ce qui n'a pas très bien marché. Je pense qu'à l'époque, une des choses que j'aurais eu besoin qu'on me dise, c'est que j'étais pas le seul qui avait des problèmes avec ça, que c'était possible d'en sortir, ça allait peut-être coûter un certain nombre d'efforts, mais que c'était possible d'en sortir et qu'il y avait des gens qui étaient prêts au fait, à me donner un coup de main pour ça. Et à ce moment-là, au fait, j'avais le sentiment d'être seul et que c'était juste inapproprié d'en parler avec quelqu'un. La première fois qu'on en a parlé de nos années difficiles avec la pornographie, l'entourage a été vraiment surpris, je dirais presque choqué que ça ait pu avoir un tel impact sur notre vie. Et je pense en particulier pour mes parents, ça a été pas évident de réaliser qu'il s'est passé ça sur leurs toits sans qu'ils en aient eu seulement conscience. Parler de sexualité à ses enfants n'est pas de toute évidence, alors on préfère parfois se voiler la face. Devant l'ampleur du problème, plusieurs voix s'élèvent, issues de l'industrie pornographique, pour tirer la sonnette d'alarme. En France, Céline Tran s'est même engagée comme marraine d'une campagne de prévention aux côtés de l'association Open. Je pense que chacun essaie de faire de son mieux, mais le problème, c'est que même avec les meilleures intentions du monde, on n'est pas forcément compétent, parce que pour être compétent, il faut avoir les outils aussi pour communiquer. Et donc, il y a des parents qui, je pense, veulent être des bons parents et sont persuadés de faire ce qu'il faut pour leur enfant. Et à force de vouloir les protéger, ils vont les préserver, justement les enfermer dans un tabou et ne pas forcément vouloir leur en parler, parce que c'est « Oh ben non, mais il a encore le temps, puis c'est encore mon bébé ». Et puis, non, lui acheter des préservatifs, bah non, le porno, lui, jamais il regarderait ça. Et du coup, il y a une sorte de déni. Et puis, il y a ceux qui vont être à l'opposé, qui vont être très cool en disant « Ah non, moi, je suis pour aucune interdiction. Et puis, après tout, moi, j'en ai vu aussi quand j'étais plus jeune et ça m'a rien fait. » Ben ouais, mais chacun est différent, en fait. Donc, je pense qu'il faut aussi, quand on parle de prévention, il faut aussi beaucoup parler des adultes, parce que beaucoup ont leur blocage, leur complexe, leur sentiment de culpabilité, et du coup, ils ont beaucoup de mal à en parler à leurs enfants parce qu'eux-mêmes ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, je pense qu'il y a un sacré boulot. C'est vrai que la vraie question pour les parents aujourd'hui, c'est pas de savoir est-ce qu'ils vont être confrontés à de la pornographie ou pas. On sait que l'âge de la première exposition est autour des 11 ans, que beaucoup en voient accidentellement pour la majorité. Les vraies questions qui se posent, c'est quand est-ce qu'il risque d'y être confronté, à quel âge, comment est-ce qu'il y sera préparé? Est-ce qu'on aura préparé le terrain? Et surtout, avec qui est-ce qu'il pourra en parler s'il a un problème avec ça? Et je pense que là, c'est important en tant que parent de pouvoir simplement dire à notre enfant que s'il regarde ces images, c'est pas si grave. De le déculpabiliser finalement, mais qui peut sans autre venir nous en parler. Séverine Chesali, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre à Martigny. En France, cet été, de nombreux acteurs de la santé ont tiré la sonnette d'alarme, ont interpellé les pouvoirs publics. Est-ce qu'en Suisse romande, c'est aussi un problème? Est-ce qu'on a cette réalité-là concernant le porno et les jeunes? Oui, bien sûr. C'est déjà important de pouvoir en parler. Je trouve que cette émission, c'est vraiment une bonne chose pour que les gens puissent entendre parler du sujet, parce qu'il faut aussi que les professionnels posent les questions. Il y a beaucoup plus de jeunes qui vivent des situations difficiles liées au porno,
et qui n'osent pas en parler. Et les professionnels ne pensent pas toujours à poser la question. Mais c'est un problème très fréquent que moi, j'ai quand même vu fréquemment à mon cabinet. Selon les différentes études, c'est quoi? C'est environ 2/3 des moins de 15 ans qui ont déjà été exposés à du porno. On retrouve à peu près ces chiffres-là. Même 3/4. Ouais. Disons que ce qu'on dit, c'est les garçons de moins de 16 ans, c'est presque 9 sur 10. Et les filles de moins de 16 ans, c'est 4 à 5 sur 10. Moi, j'échappe à la statistique. Je n'ai jamais regardé de porno de ma vie, je le promets. Claire Ballet, bonjour. Vous êtes docteur en sociologie de la communication et des médias. Vous scrutez plutôt le comportement des jeunes sur leur smartphone. Le smartphone, il y a également, sans parler de pornographie, toute une vie sexuelle connectée, une vie amoureuse dans les cours d'école. Oui, parce que ces petits outils qui nous suivent partout, et pas seulement les adolescents d'ailleurs, ils nous permettent d'être connectés les uns aux autres en permanence. Et je pense que c'est ça qui est réellement nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette manière d'être continuellement en lien les uns avec les autres, en relation, en train de se parler, comme disent les jeunes, puisque quand ils écrivent, ils disent qu'ils se parlent, finalement, c'est des outils qui sont parfaitement bien adaptés à la sociabilité adolescente qui, par définition, est collective. C'est-à-dire que les ados, ils vont gérer tous leurs liens sociaux, les liens d'amitié, les premiers liens amoureux, les premiers liens de couple, de manière collective. C'est-à-dire que quand il y a un couple, quand il y a une meilleure amie, quand on appartient à la bande d'un tel ou d'une telle, ça va faire l'objet d'une discussion collective. Est-ce qu'ils doivent sortir ensemble? Est-ce qu'ils doivent rompre? Qui est la meilleure amie d'elle? Qui fait partie du groupe de machin? Et tout ça. Pas, c'est les autres qui décident pour nous, finalement. Oui, il y a toute une question de hiérarchisation et puis justement de prestige, de popularité, parce qu'on grandit à travers le lien quand on est un adolescent, on s'autonomise à travers les liens sociaux. Donc, du coup, ces petits outils-là sont très utiles pour gérer collectivement tous ces liens sociaux. Et aussi l'accès à la pornographie, ça permet, entre garçons aussi, de se marquer comme un grand, comme viril, qui est en train de vivre une puberté, de se sexualiser, etc. Vous avez fait des enquêtes de terrain au Canada, en Suisse aussi. Ils vous confient facilement ce genre de choses. Comment vous faites, peut-être en 30 secondes, en 2 mots? Alors oui, je fais beaucoup d'entretiens avec des adolescents. Je m'intéresse vraiment à leur point de vue, à leur vécu, à leur expérience. Et j'ai fait des entretiens collectifs, des entretiens individuels. Et puis j'ai fait énormément d'ethnographie en ligne. C'est-à-dire que j'analyse ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les échanges entre adolescents. Après, j'en reparle avec eux. Et aussi, j'ai beaucoup travaillé sur les vidéos YouTube, les vidéos qui sont postées par des adolescentes et des adolescents sur YouTube. On y reviendra peut-être. Séverine Cesali, du petit message coquin à la grosse pornographie, il y a un spectre. Mais disons, si on prend de la pornographie un peu dure, quel impact pour l'enfant? Il y a beaucoup d'impact. Déjà, dans un premier temps, suivant l'âge de l'enfant et sa constitution psychique, ça peut être quelque chose de l'ordre du traumatisme. Il y a des enfants qui sont dans des états de stress post-traumatique après avoir vu des images pour lesquelles ils n'étaient absolument pas prêts psychiquement. Donc ça se traduit comment? Peut-être manque de concentration à l'école ou carrément impact sur la vie sexuelle plus tard? Ça peut être le cas, oui. Si on prend en charge à ce moment-là, on limite un petit peu l'impact ultérieur. Mais sur le moment, il peut y avoir un changement de l'humeur de la personne. Il peut y avoir un état irritable, dépressif, de l'anxiété. Il peut y avoir des flashbacks, des images qui reviennent. Il peut y avoir des peurs, des angoisses de certaines choses qu'il n'y avait pas avant. On peut pousser la porte de votre cabinet en disant mon enfant regarde trop de porno et puis il change. Ça arrive que des parents vous disent ça comme ça ou... C'est arrivé une fois, mais c'est vrai qu'habituellement, les parents ne sont même pas au courant. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que je pense que les jeunes parents, maintenant, ils sont plus au courant. Donc, peut-être que dans 10-20 ans... Il y a un choc des générations comme voilà. ça. Ouais. Mais c'est la révolution numérique qui fait que les parents de ma génération n'y pensent pas forcément, ne se rendent pas compte de comment protéger leur enfant aussi. Mais ça, je vous ai parlé d'un impact, l'impact direct, le traumatisme de ce qu'ils ont vu, mais après, si ça devient quelque chose de répété, et si ça devient quelque chose de banaliser, de partager des images entre les jeunes,
où tout d'un coup on se retrouve soi-même filmé et Ouais. exposé sur les réseaux sociaux, ça c'est encore, il y a plein d'impacts, hein. Il n'y a pas seulement le traumatisme premier, hein. C'est vrai que Claire Ballet, Séverine Chezali parlait de ce choc des générations, peut-être des parents. Il y a eu tout d'un coup un gap avec évidemment le smartphone. Vous êtes penché sur ce bouleversement et on a l'impression que ce n'est pas tant la pornographie le sujet que cet accès. On l'a dans la poche, on l'a tout le temps, on a de la 4G partout. C'est ça qui a vraiment changé la donne, c'est le smartphone. Oui, voilà, tout à fait. Bon, il y a eu une première évolution avec Internet et puis ensuite le fait qu'on ait accès à Internet partout et donc à tout type de contenu. Et puis justement, ces enjeux, comme je disais aussi, de sociabilité, parce qu'on va se montrer des vidéos, on va partager des choses. Et c'est là où, évidemment, les adultes perdent un peu aussi le contrôle, bien qu'eux-mêmes soient aussi de gros usagers, hein. C'est pas, de nouveau, c'est pas seulement les jeunes qui vont avoir des smartphones. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que quelque part, la parole se libère aujourd'hui, et notamment beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes prennent la parole sur YouTube pour parler justement de sexualité, pour parler de choses qui étaient complètement tabous et qui restent tabous aussi pour bien des adultes, justement. Elles vont parler de consentement, elles vont parler de harcèlement sexuel, ce qui autrefois était considéré comme des actes tout à fait normaux, aujourd'hui sont considérés comme du harcèlement sexuel. Et on voit là que les réseaux sociaux, notamment YouTube, jouent un rôle aussi de transmission d'autres types de valeurs, d'autres types de normes, et aussi par rapport au porno qui est très normatif, hein, ça a été dit dans le petit reportage, mais il y a aussi des jeunes qui prennent la parole publiquement sur YouTube pour dire « mais non, notre sexualité, c'est pas ça ». Et donc, ça ouvre quand même des nouvelles portes, une nouvelle plateforme d'expression, mais dont les adultes doivent aussi se faire le relais, je pense. Séverine Chezali, est-ce que c'est pas le yin et le yang, l'équilibre? C'est-à-dire, on consomme beaucoup plus de porno, ou disons plus d'accès, mais aussi la parole se libère et on peut aussi peut-être faire plus de prévention, toucher plus les jeunes là où ils sont. Est-ce que ça s'équilibre quelque part et on arrive au point neutre, non? Non, disons que moi, je trouve très positif, effectivement, ce que font les jeunes. Par exemple, on va peut-être aussi parler de prévention, hein, et de traitement, hein, mais quand même, l'éducation sexuelle, c'est important, effectivement. Pourquoi est-ce que le porno a tellement de succès? C'est aussi parce qu'il y a des manquements au niveau de l'éducation sexuelle. Il y a des tas de petits films qui sont magnifiques, que les jeunes ont fait et qu'on trouve sur YouTube, etc. Ça, c'est vrai. Mais le porno, c'est autre chose. Le porno, c'est pas la sexualité. Le porno, c'est la prostitution. Il faut faire la distinction. Les jeunes ont tendance à pas distinguer. Il y a débat prostitution, les acteurs sont souvent consentants quand même. Donc Mais les prostituées aussi sont souvent consentants. Je veux dire, ils sont payés pour faire ce travail. Ils sont payés pour faire ce travail. Le but de la pornographie, c'est d'exciter. Et c'est sorti du contexte de vie humain, de l'amour, de l'affectif. Des fois, il y a des petits scénarios un peu basiques, mais c'est ça la définition de la pornographie. Sexualité et pornographie. Exactement, c'est deux choses complètement différentes. Donc, yin et yang, non. D'accord, on va arrêter avec le yin et le yang. non, mais il faut aussi penser, c'est quand même très important de penser que à chaque fois qu'on regarde du porno, c'est une incitation à la fabrication de porno. Donc, à trouver des nouvelles personnes qui vont pouvoir être des acteurs porno, etc. Et parmi ceux-là, il y a des personnes comme celles qu'on a vues dans le documentaire qui sont peut-être qui s'épanouissent là-dedans, mais il y a plein de personnes qui s'épanouissent pas du tout là-dedans. Donc, ça, on s'imagine. Claire Ballet, il y a aussi des clichés imposés, des canons par ces pornos mainstream, un petit peu le mâle dominant, la femme soumise. Vous me disiez, ils sont toujours épilés aussi. C'est vrai que les jeunes s'identifient, les ados, à ces films-là, à ces images-là. Oui, effectivement, ça crée des nouvelles normes. Et en particulier, les études montrent que pour les jeunes qui n'ont pas encore expérimenté justement la sexualité, eh bien, c'est là où ces modèles, en fait, il n'y a pas de balancement quelque part avec une expérience propre. Et donc, effectivement, il y a des normes par rapport au corps, à l'épilation pelvienne intégrale comme une norme pour tout le monde, à des normes aussi, comme c'est dit dans le petit reportage, par rapport aux positions, une espèce de scénario. Il y a beaucoup de normes aussi
qui sont pour les jeunes garçons, quoi, de cette idée qu'il faut voilà, être toujours en érection. Donc, c'est très normatif, c'est très hétéronormatif aussi. C'est très genré, finalement. Et très genré, mais finalement, on vit dans une société aussi qui est très hétéronormative et quelque part, le porno est aussi le reflet de rapports de genre et d'une forme de domination qui existe toujours. Enfin, on vit, et moi je le vois chez les adolescents, il y a toujours ce double standard du garçon conquérant, sexuellement agissant, qui va toujours être prêt à la sexualité, disponible, consentant, sans que ce consentement soit jamais questionné. Et puis la fille qui est toujours l'objet du désir, l'objet de l'action de l'homme, et puis que si elle est agissante et désirante, alors elle va tout de suite être insultée, se faire traiter de pute ou des choses comme ça qu'on entend encore aujourd'hui très fréquemment. Donc pour moi, c'est toute une socialisation au genre et à la sexualité qui doit être pensée depuis tout petit. Il n'y a pas que ce vecteur-là, le porno qui véhicule ça, c'est aussi les autres réseaux sociaux. On parle d'Instagram, par exemple, qui est très en vogue. Ça véhicule aussi des clichés. Il n'y a pas que le porno. YouTube aussi, les youtubeurs, ça véhicule des clichés. Alors, peut-être pas aussi extrême, hein, mais... Disons que pour moi, les réseaux sociaux, de manière générale, sont le reflet de la société. Donc, ils reflètent des normes qui existent par ailleurs. Ils ne les créent pas, ils les relayent, ils les diffusent. Et il y a aussi des discours alternatifs. De nouveau, je pense qu'il faut les encourager, il faut les trouver et il faut aussi les diffuser parce qu'il y a énormément de choses aussi. Et vous parlez d'Instagram, mais sur Instagram, de plus en plus, il y a des mouvements de jeunes femmes qui prônent justement qu'il ne faut plus s'épiler, qu'on laisse le corps au naturel, qu'on vit différemment sa sexualité, qu'on est fier de son corps, quel qu'il soit. Et puis, eh bien, c'est aussi peut-être aux médias de se faire le relais de ce type de nouvelles normes et de manières d'exprimer, que la jeunesse a besoin de s'exprimer, a besoin d'être relayée et pas toujours stigmatisée. Et on invitera des jeunes sur le plateau la prochaine fois, j'ai Voilà. compris le message. À propos de aussi... genre, si je peux me permettre. Oui, dites. À propos de genre, c'est quand même important de se souvenir que l'entrée dans la sexualité d'une jeune fille, c'est aussi la prise de conscience qu'elle a un pouvoir sur les hommes, par son corps. Donc c'est là qu'il y a ce jeu-là qui se joue, et des fois elles se font piéger parce qu'elles pensent pouvoir, avec ce pouvoir qu'elles ont sur les hommes, s'épanouir dans quelque chose dans lequel elles se retrouvent finalement objet. Mais il y a ce jeu quand même, c'est un jeu de pouvoir. C'est pas seulement, enfin moi je le verrais plutôt comme ça, je le décrirais plus que comme juste le mâle dominant et la femme soumise. Des fois, c'est le résultat, à part dans la pornographie féministe qui existe quand même. Ouais. Le porno évolue aussi. Hein, voilà, le porno évolue aussi. Mais pour l'instant, c'est vrai que la tendance générale, c'est plutôt le mâle dominant. Et des fois, le jeu tourne un peu au cauchemar parce qu'il y a des nouvelles pratiques. Alors, moi-même, j'en ai appris certaines, mais le sexting, le live show sexuel, le revenge porn, le after sex selfie... donc tout ça, c'est aussi des nouvelles pratiques. Peut-être Claire Ballet, est-ce que vous pouvez nous décrypter ces 2-3 pratiques qui... Beaucoup des termes que vous avez utilisés là, ce sont de nouveau des termes d'adultes. Vous parlez de sexting aux adolescents, bon, mais ça ne leur parle pas beaucoup. Ils vont parler de nudes, ils vont vous parler de confiance, ils vont vous expliquer que oui, qu'ils font des partages de photos intimes, mais parce que c'est lui, parce que c'est moi, parce que c'est nous, parce que c'est une relation de confiance et que mais après, c'est ces dans photos, un cadre... elles tournent quelque part. Vous parliez voilà, d'effets de bien groupe sûr. pour donner leur avis. Donc, est-ce qu'on doit donner leur avis sur des photos intimes, etc. Ça peut dégénérer. Bien sûr, mais il faut comprendre le sens de la pratique au départ. Et après, si ça tourne, c'est qu'il y a eu une trahison, il faut que la honte change de camp et que ce n'est pas la fille qui doit être... comme c'est encore aujourd'hui, la plupart du temps, on va dire la fille n'aurait pas dû produire ces photos. Eh bien non, c'est le garçon qui a trahi le pacte de confiance et qu'il y ait des échanges intimes, érotiques... entre adolescents, aujourd'hui, à travers les médias sociaux, c'est banal, c'est normal. Mais après, qu'il y ait des trahisons et qu'on rompe la confiance, c'est ça qui n'est pas normal. Il n'y a pas longtemps à Fribourg, justement, des photos dénudées d'une enfant avaient tourné sur les réseaux sociaux avec même des hashtags. Du coup, ça s'est un peu emballé. Ça peut faire peur à certains parents. Séverine Cesali, c'est vrai que tout d'un coup, on se dit, mais on se réveille du jour au lendemain, on voit sa fille sur tous les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de l'ordre de l'emballement qui peut inquiéter les parents. Oui. Moi, j'ai quand même vu des situations de vie qui ont été abîmées, parfois irrémédiablement, par ces histoires de sexting. Donc, c'est pas du tout anodin.
Bon, bah alors, on va lancer le vieux « c'était mieux avant les smartphones », c'était... Non, non, non. Claire Non. Manet, c'était mieux avant ou finalement, bah voilà, on voyait ce jeune dans la séquence qui est tombé sur cette cassette de foot qui n'était pas vraiment du foot. On a toujours La regardé cachette VHS de son papa, donc, oui. Ouais, on avait d'autres modèles avant. On avait les posters au mur pour s'identifier à des canons de beauté. Est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est différent maintenant? Alors la question du c'était mieux avant, vous savez, ça c'est une question que j'adore, n'est-ce pas? Je sais, c'est pour ça que je vous la pose. C'était tellement mieux avant quand tout était invisible et qu'on ne savait pas, qu'on ne parlait de rien et qu'il n'y avait pas de harcèlement scolaire parce qu'il était invisible, il n'y avait pas d'abus non plus parce que personne n'en parlait, il n'y avait pas d'émission qui allait parler de la pornographie parce que la pornographie n'était accessible qu'aux adultes, bien sûr, on l'a vu d'ailleurs dans votre reportage. Donc voilà, évidemment, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a, de nouveau, la parole se libère et c'est tant mieux parce que nous, comme professionnels, ça nous donne voilà, une conscience, on peut en parler, on peut problématiser. Alors évidemment, avec Internet, comme vous l'avez dit, on ne va pas se mentir, il y a une question de la diffusion, il y a des nouveaux éléments, mais les jeunes ne sont pas plus violents les uns avec les autres qu'auparavant, ils ne se harcèlent pas plus les uns les autres, il y a des nouveaux outils dont on peut se saisir justement aussi pour faire de la prévention. Il faut aller vers eux, il faut être dans la compréhension, il faut s'intéresser à leurs pratiques, mais la violence avant et les abus, il y en avait tout autant, mais ils étaient beaucoup plus cachés. Séverine Chesali, pour éviter ces cas dont on a parlé, le sexting ou alors des élèves qui se mettent en scène à faire des positions sexuelles, enfin voilà, tous ces cas qui sont peut-être extrêmes, hein, ça concerne peu de cas, mais qui sont quand même graves. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi, de l'ordre de l'éducation sexuelle? C'est les parents dans les familles? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant que pédopsychiatre? Bon, ça fait seulement depuis les années 70 qu'il y a l'éducation sexuelle à l'école. Hein. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Donc je pense que c'est encore en évolution et ça doit encore progresser, ça doit s'améliorer, se diversifier en fonction de l'évolution de la société. Et puis oui, les parents, bien sûr, les parents doivent pouvoir parler de la sexualité. Là, on l'a vu dans le reportage, hein, il y a quand même des manques. Les jeunes entre eux aussi, il y a quand même toutes sortes de développement de vidéos, de sites vraiment intéressants pour les jeunes. Donc ça, mais il faut qu'ils les trouvent et c'est vrai qu'ils ont tendance à tomber plus sur le porno parce que là, il y a la question de l'argent. C'est quand même beaucoup plus lucratif, évidemment, de faire du porno que de faire des vidéos éducatives. Là, je crois que c'est le rôle de la société, vraiment, de protéger la jeune population. Séverine Chesali, Claire Ballet, merci d'avoir participé à cette discussion en tout cas. Et si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez nous laisser un message sur notre adresse mail fautpascroire@rts.ch ou laisser un petit message sur notre page Facebook, ça nous fera plaisir.